Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce soir, la charte de la transition en Guinée proclamée ce lundi par la junte militaire fait déjà couler encre et salive dans la cité. Un juriste et un politique donneront leur point de vue sur ce document dans ce journal. La diminution du prix du carburant à la pompe de 11 000 à 10 000 francs guinéens par les nouvelles autorités du pays a été un geste salutaire pour des citoyens de Conakry. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et puis, la construction d'une nouvelle CENI après la chute d'Alpha Condé au pouvoir fait aussi la une des débats en Guinée. Un ancien commissaire de cette institution électorale donnera son avis sur la nouvelle CENI en prélude. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. C'est enfin officiel, la junte militaire a proclamé la charte de la transition à travers une ordonnance lue sur les médias d'État ce lundi en attendant l'adoption d'une constitution. Sur la question, notre rédaction a rencontré un juriste et un acteur politique qui ont apporté leur analyse sur ce document. Bintou Souma et Moustapha Diané pour le reportage. C'est à travers une ordonnance lue à la télévision nationale dans la nuit du lundi à mardi 28 septembre 2021 que le CNRD a proclamé la charte de la transition qui fait office de loi fondamentale jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution. Dans ce document de 13 pages, le délai de la transition n'est pas mentionné. Ce juriste apporte son analyse. Le pays était en train de traverser, si vous voulez, un vide constitutionnel et institutionnel. Et cette situation ne devrait pas perdurer. Au-delà, après avoir parcouru cette charte, elle est progressiste, elle est très innovante par rapport aux chartes que nous avons connues dans tous les pays. Il y a vraiment une particularité qui mérite d'être appréciée. Ce conseil de la transition sera composé de 81 membres issus des forces vives de la nation. Mais elle précise que ni les membres du gouvernement, ni les membres du Conseil national de la transition ne pourront se présenter aux prochaines élections qui pourront mettre fin à cette transition. Une situation que ce politique apprécie. Mais je trouve que c'est normal parce que ce que nous voulons, c'est qu'au bout, quand il sera question de dévolution du pouvoir, les acteurs qui vont gérer cette période-là doivent montrer une certaine neutralité dans le jeu politique. Et vous vous souviendrez qu'en 2009, ce qui a fait le drame dans notre pays, c'est parce qu'on a voulu éviter que ceux qui seraient au pouvoir au moment des élections soient à la fois juges et partis. Tout de même, ils font des propositions au colonel Mamadi Doumbouya. Ces genres d'occasion, ce n'est pas une première, c'est la troisième fois. Est-ce qu'on veut continuer tous les 10 ans, tous les 20 ans à revenir à la case départ? Non, je crois que la jeunesse guinéenne mérite mieux. Et c'est pour cette raison nous devons, pour une fois, privilégier l'intérêt général pour que cette période transitoire soit une réussite. C'est demander au CNRD et les organes de la transition de se mettre au travail et de sortir un chronogramme technique qui va permettre la faisabilité de tout ce qu'ils ont annoncé comme mission. La charte précise que le délai de la transition sera confirmé en commun accord entre les forces vives de la nation. À travers un communiqué lu à la télévision nationale, le CNRD a annoncé la baisse du prix du carburant à la pompe de 11 000 pour 10 000 francs guinéens ce mardi matin. Notre rédaction a rencontré certains citoyens qui se sont prononcés sur l'impact de cette baisse sur le prix des tranchants, notamment Mariam Tindibari et Alassane Souma pour plus de précisions. L'augmentation du prix du carburant à la pompe par le régime d'Alpha Condé avait suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Dans un communiqué rendu public ce lundi soir, le Comité national de rassemblement et de développement a annoncé la baisse du prix du carburant à 10 000 francs guinéens, une baisse qui impacte moins le quotidien de certains citoyens. Par exemple, Mamadou Allareni Diakité affirme avoir payé 2 000 francs par tranchant. Malgré cette baisse,
Bon, en fait, au propos de transport, bon, toujours le prix, bon, on ne fait que payer à 2000. Bon, je n'ai pas vu de changement d'abord avec les chauffeurs, en fait. Contrairement au premier, cet autre citoyen, lui, dit avoir payé 1500 francs. Moi, quand même, je viens de quitter Verkipé. J'ai constaté qu'il y a une diminution vis-à-vis du taximètre qui m'a dit que réellement, si l'État les accompagne dans ça, et ils sont prêts à diminuer. J'ai payé un tronçon à 1500. Cependant, nos interlocuteurs saluent la baisse du prix du carburant, mais ils demandent aux nouvelles autorités de veiller au respect du prix des tronçons. J'encourage cette autorité de la transition d'augmenter la vigilance et de veiller, de faire vite leur gouvernement et de veiller sur vraiment la nécessité de la population le plus vite que possible. J'ai à dire aux chauffeurs, donc au fait, le fait qu'ils ont essayé de diminuer le carburant, donc ils devraient accepter aussi de diminuer le prix au fait. Du côté des chauffeurs de taxi, l'on constate un silence total. Quelques-uns que nous avons tenté d'avoir ont refusé de se prêter à nos questions. Hors micro, certains demandent la baisse du prix du carburant à 7000 francs guinéens. Restons toujours dans le même sujet. Face à la baisse du prix du carburant à la pompe par le CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, l'économiste Mohamed Kamara estime que la décision est populiste et affirme que cela aura des répercussions sur l'économie guinéenne. Kadiatou Bari et Alassane Souma sont allés à sa rencontre. Suivez le reportage. Après la réouverture partielle des frontières terrestres fermées depuis près d'1 an, c'est au tour de la baisse du prix du carburant qui était fixé à 11 000 francs guinéens par le gouvernement déchu. Face à ce geste du CNRD, cet économiste fait son analyse. Pour ce qui est de la baisse du prix du carburant, là également, je dirais que la mesure est plus politique qu'économique. Quand les indicateurs économiques, quand le carburant augmentait de 9 000 à 11 000, le baril était à moins de 70 $. Aujourd'hui, le baril est passé au-dessus de 80 $. Donc quand nous baissons, il faut que le CNRD nous dise maintenant, parce qu'il faut faire fonctionner l'État, il faut trouver des moyens, il faut trouver du financement pour financer notre dette. Aujourd'hui, c'est une question cruciale. Où est-ce qu'on va trouver les ressources nécessaires pour tout cela? Je pense que les décisions pareilles doivent faire objet d'études. Poursuivant, Mohamed Kamara soutient que des conséquences pourraient en résulter du moment où le baril a augmenté dans l'échelle internationale. Tous les projets qui étaient sur financement extérieur, vu que nous ne sommes plus dans la légalité constitutionnelle, sont suspendus, du moins dans certains volets. Donc le CNRD, gérant les affaires courantes de l'État, va être confronté à un manque de ressources. Quand je prends la loi de finances rectificative votée le 3 septembre dernier, le financement de l'économie se basait par exemple sur le secteur bancaire, l'État devait laisser emprunter sur le secteur bancaire à travers des bons de trésor pour 7 000 milliards. Maintenant, est-ce que le secteur bancaire va continuer à financer la dette de l'État? C'est une question. Au regard de certains observateurs, cette baisse du prix du carburant devrait entraîner également la baisse du transport. La Commission électorale nationale indépendante est souvent à la base des conflits post-électoraux en Guinée. Face à cette triste réalité, l'ancien commissaire de cette institution électorale, Dr Alassane Makanera Kake, apporte son analyse et affirme que le débat sur une CENI technique ou politique est un faux débat. Ibrahim Timbobari et Ibrahim Khalid Silla, reportage. La Commission électorale nationale indépendante est souvent à la base des conflits après les échéances électorales. Pour Alassane Makanera Kake, ancien commissaire de la CENI, le vrai problème de cette institution en charge de l'organisation des élections est lié à son administrateur. Il faudrait que la CENI soit démocratisée. C'est très important ce que je vous dis. Il ne faudrait pas qu'un seul décide à la place de toute la CENI.
Je vous dis, c'est ce qui se passe. Et cela se passe sur le plan décisionnel, non financier, sur le plan décisionnel financier, sur tous les plans organisationnels, c'est un qui décide, le président de la CENI. Poursuivant, Alhassane Makanira estime que faire un nettoyage complet de cette institution reste une option fondamentale pour le CNRD. On a toujours fait la recomposition de la CENI, ça n'a jamais donné le résultat escompté. Il s'agit de balayer tout le monde, à commencer par les commissaires jusqu'au dernier assistant. On va demander à ce que un nouveau recrutement se fasse sur la base de nouveaux textes. C'est-à-dire, on remercie tout le monde. Celui qui veut, tu postules. Il y a les critères de recrutement et puis on change la loi. S'agissant du bon fonctionnement de la CENI, il affirme: il ne faut pas réviser pour réviser sans objectif. Mais il faudrait qu'on fasse une étude claire, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le plan légal, sur le plan institutionnel, sur le plan humain, sur le plan financier et sur le plan politique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On corrige ce qui n'a pas marché. Mais de dire qu'on recompose, pour moi, c'est ramener le problème devant, ce n'est pas résoudre. En attendant la suite de l'évolution de la charte de la transition, l'un des aspects les plus importants dans une transition reste encore non précisé. Il s'agit de la durée de la transition. Toujours avec l'ancien membre de la CENI qui affirme que la charte de la transition faite par le Comité national du rassemblement et du développement souffre de beaucoup d'insuffisances et pourrait être source de conflits. On l'écoute toujours au micro de Ibrahim Timboubari et Ibrahim Khalid Silla. J'ai suivi avec intérêt la publication par la télévision nationale, la charte de la transition. Mais je suis resté sur ma faim. Remarque globale, cette charte souffre d'un caractère rédactionnel. Je ne rentre pas dans les détails, je dis les grandes remarques. Deuxième, cette charte est contradictoire avec son préambule. Ça veut dire certaines dispositions de la charte contredisent le préambule. Alors que la charte elle-même dit que le préambule est une partie intégrante de la charte. Il y a problème. Autre difficulté que j'ai rencontrée dans la charte, certains organes existent, mais même la mission, la charte n'a pas pu les définir clairement. On dit le CNTA pour mission entre autres. Quand on dit entre autres, et on cite, ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas été cités. Qu'est-ce qui reste qui n'a pas été cité? Il y a également, toujours au niveau, bon, je dis là, sur le plan de rédaction, il y a assez de problèmes. Sur le plan de contenu, il y a assez de problèmes. Je me suis posé la question, est-ce que réellement c'est des juristes qui ont travaillé dessus? Parce que si vous prenez certaines dispositions, au niveau de la souveraineté de l'État, vous allez voir, c'est une reproduction des articles de la Constitution, des anciennes constitutions de la Guinée. Vraiment, à l'air là, on n'en a pas besoin. À travers une conférence de presse ce mardi, l'association des victimes, parents et amis du massacre du 28 septembre 2009 commémore le 12e anniversaire de cet événement tragique. Plus de 150 personnes tuées et une centaine de femmes violées. Les victimes réclament justice aux nouvelles autorités du pays. Ibrahim Diallo. 12 ans après le massacre du 28 septembre 2009, les victimes sont toujours en quête de justice. À travers une conférence de presse, l'association des victimes, parents et amis a rendu hommage à plus de 150 disparus et fonde l'espoir sur les nouvelles autorités. Nous restons ici à rendre hommage à toutes les victimes en général et singulièrement aux personnes qui ont perdu leur vie. Que le paradis soit leur demeure éternelle. Amen. Nous avons accueilli la prise de pouvoir du CNRD comme une délivrance. Et c'est pour une centaine de victimes
qui prenait à savoir à quel saint se vouer, car après 12 ans de douleur, de peine, d'intimidation et de beaux discours et de promesses, on espère enfin avoir un dénouement à ce procès que nous avons tant tardé à voir. Pour Maître Alpha Amadou Esba, avocat du collectif des victimes, à date, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce procès, s'il y a la volonté politique. C'est-à-dire que depuis 2017, normalement, le procès aurait dû être organisé. Mais malheureusement, le régime défunt, avec tout le dilatoire qu'il a utilisé, a été dans l'incapacité totale d'organiser ce procès. Et à cela s'ajoute le manque de volonté politique. Arboré de t-shirts blanches sur lesquels on peut lire « Après 12 ans, nous voulons le procès ». Ce victime témoigne. De 7h à 18h45, moi j'étais dans l'enceinte du stade. Et à partir du moment où les militaires m'ont laissé tout, j'ai tout, m'ont violé, violenté. Donc j'ai même la robe avec moi, la preuve avec moi à la maison. Malheureusement, je n'ai pas amené ça avec moi, mais le 28 septembre, c'est inexplicable. Pour rappel, ce massacre s'est produit le 28 septembre 2009 au stade du même nom, au cours des meetings des forces vives. Bilan, plus de 150 morts, une centaine de femmes violées et plusieurs blessées. À présent, place à l'invité du journal, à la personne de Madame Oumou Bari, membre de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Bonsoir Madame et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous sommes mardi 28 septembre 2021. Qu'est-ce que cette date vous rappelle et qu'est-ce que vous aviez prévu pour cette journée? Merci de m'avoir donné la parole. Et je remercie l'ensemble des journalistes qui sont à nos côtés. Et le jour solennel aujourd'hui me rappelle le 28 septembre 2009, le 28 septembre, au stade, ce qui m'est arrivé. Donc nous, ce jour-là, c'était un lundi. Lundi noir que nous appelons lundi noir. Ce lundi, il n'y a pas assez de choses qu'on n'a pas reçues. On a eu des bastonnades, on a eu des violations, de viols par-ci, dont moi je fais partie. Donc ce jour, aujourd'hui, mardi, c'est la 12e partie de notre commémoration. Vous étiez au stade du 28 septembre 2009. J'étais au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'était un lundi. De 7h à 18h45, nous étions à l'enceinte du stade. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comme vous y étiez? C'est un jour où les forces vives nous ont appelés pour aller dire non à la candidature de la junte militaire. Et nous avons été à cet appel. Donc ce jour, de 7h à 9h, le premier groupe que nous avons rencontré d'abord, c'est le groupe de colonel Kekoro, qui nous a interceptés à la première porte de l'université où nous n'avons pas pu être au stade. Et là, ça n'a pas bien marché. Parce que ce jour-là, lui-même, il a crié sur nos leaders que le colonel Dadis lui a dit de surseoir la rencontre. Et le leader qui a répondu à l'appel, là, c'était M. Sidia, qui a dit devant nous tous qu'il ne pouvait pas ralentir la foule. Il pouvait appeler les leaders, mais la population ne pouvait pas entendre tout ça. Donc, de nous donner l'opportunité pour qu'on puisse être à l'enceinte du stade et dire à la population de surseoir sur le lendemain. Cela n'a pas été fait. On se rappelle encore, le 28 septembre 2009, il y a eu au moins plus de 150 morts. Pourquoi justice n'a pas été rendue jusqu'à aujourd'hui? Comment vous justifiez ce retard? Je vais vous dire, le proverbe Soussou dit qu'il y a
tiré, sembema, bourré tira, mais matouma. Donc si ton ami, tu as une aiguille qui est tombée, et ton ami est là qui a mis son pied sur l'aiguille là, toi tu ne pourras pas voir ça. Donc ce qui s'est passé, ils nous ont trompés parce que c'est les forces vives. Celui qui était là, qu'on a dit qu'on va élire un président démocratiquement élu, c'est lui qui nous a refusé pour qu'il y ait justice. Parce qu'il y a eu les 150 moments, je suis tombé sur les morts, les cadavres. On faisait coucher les gens et on fait marcher les autres aussi sur ces cadavres-là. Moi, je suis tombé. Moi, c'est la Croix-Rouge qui m'a amené à Donka. Violé, violenté. Donc, les 150 personnes qui sont mortes et les 110 femmes qui ont été violées, je fais partie de ces femmes-là. C'est du jamais vu. Donc, celui qu'on a élu démocratiquement, c'est lui qui n'a pas voulu que justice soit faite. Parce que nous avons cru que avec lui, qu'il y aurait justice. Mais impossible. Alors aujourd'hui, c'est la junte militaire qui est revenue encore au pouvoir. Est-ce que l'espoir est permis qu'un jour justice sera rendue afin de soulager la douleur des victimes? Oui, ma soeur, moi je peux dire que oui. On a dit non à la première junte. Et même celle-là aussi, le premier qui était dedans, il avait regretté parce qu'il a fait, il a regretté. Il a même su qu'il a été trompé par ses propres gens. Mais celui qui est venu là, nous pouvons compter sur lui parce que là où on a vu il est allé s'incliner devant les tombes du premier président, deuxième président, les tombes qui sont à Bambito. Moi, hier, j'étais là. Les larmes ont coulé parce que si tu n'es pas humain, tu ne peux pas le faire. Donc, nous pourrons compter sur la junte là pour que justice soit faite. Et ça serait une chance pour cette junte pour que la Guinée soit au moins au cœur, au centre des débats de tous les pays. Parce que déjà, dans son discours, il a dit qu'il ne va pas faire la chasse aux sorcières, mais que la justice sera la boussole. Donc, à partir de l'instant, nous aurons confiance en lui et nous avons confiance en lui. En tant que victime, il y a 12 ans, depuis que ce massacre a eu lieu le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous avez prévu? Jusqu'à présent, nous continuons notre combat pour que justice soit faite. Parce qu'avec la junte, nous avons confiance en elle et nous voudrions avoir rendez-vous même, si c'est possible, qu'on rencontre le colonel Doumbouya. Si on peut discuter là-dessus pour que justice soit faite, nous sommes prêts. Et nous voulons mener le combat jusqu'à ce que justice soit faite. Donc les 12 ans que nous avons beaucoup attendu sans justice avec le président démocratiquement élu, cette fois-ci, nous voulons continuer le combat pour que justice soit faite. Merci madame. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Oui, merci. Je suis membre. La diaspora guinéenne présente en Guinée dans le cadre des concertations lancées par le CNRD avec les forces vives du 14 au 23 septembre dernier poursuit ses actions pour une transition réussie dans le pays. S'agissant du mémorandum demandé par la junte militaire, cette entité se dit être à pied d'œuvre pour soumettre aux nouvelles autorités un document qui comporte des pistes de solutions pour une sortie de crise en Guinée. Ibrahim Soribari. Depuis la destitution d'Alpha Condé au pouvoir le 5 septembre dernier, les débats sont beaucoup accentués sur le type de transition qui peut faire sortir le pays dans l'ornière. Des membres de la diaspora présents en Guinée dans le cadre des concertations entre les forces vives du pays et le CNRD met un point particulier sur le type de transition attendu. Bon, la situation en vérité est chaotique. Parce que comme je vous disais, une transition, c'est une période de passation d'un ordre ancien à un ordre nouveau. Et en général, qu'est-ce qui fait qu'il y a mouvement, il y a une dynamique qui fait qu'on veut passer d'un ordre ancien à un ordre nouveau? C'est simplement parce que l'ordre ancien a prouvé ses limites.
Sur le mémo de la diaspora attendu par la junte militaire, ce professeur explique. Compte tenu du fait que les gens sont venus de divers horizons, alors vous avez, c'est la même chose dans notre éducation d'ailleurs, hein. Il y a plusieurs écoles qui se rencontrent. Vous avez l'école française qui est de notre tradition, vous avez certains qui ont amené l'école russe, et vous avez des gens qui ont amené l'école américaine, et d'autres d'ailleurs. Mais je peux dire aujourd'hui l'école chinoise, parce que beaucoup de gens vont étudier là-bas. Alors quand ces gens-là se croisent, alors chacun croit que son école est la meilleure. Voilà un peu ce qui caractérise effectivement le mémo dont vous venez de parler. La proposition de la CEDEAO à la junte militaire guinéenne sur le calendrier de la transition, Dr Antoine Akoy-Sovogui donne son avis. Moi, sur la base de mon expérience des transitions passées en Afrique, je crois que 3 ans serait l'idéal. Ces Guinéens vivant à l'étranger invitent le CNRD à un nouveau modèle de gouvernance. Pour eux, la nouvelle façon de gérer un pays dans lequel toutes les composantes de la population sont équitables, les gouvernances sont bien séparées et chacun joue son rôle afin de sortir le pays de l'ornière. Le nouvel homme fort de la Guinée, colonel Mamadi Doumbouya et ses membres se sont rendus ce lundi 27 septembre 2021 au cimetière de Bambeto pour se recueillir sur les tombes des jeunes tués lors des affrontements avec les forces de défense et de sécurité. Ce geste du numéro 1 du Comité national pour le rassemblement et le développement marque un signe de réconciliation nationale. Selon certains acteurs politiques et la société civile, Mariam Bari et Ibrahim Khalid Silla pour le reportage. C'est lundi 27 septembre 2021, le nouvel homme fort de la Guinée et les membres du CNRD se sont rendus au cimetière de Bambeto pour se recueillir sur les tombes des jeunes tués lors des affrontements avec les forces de défense et de sécurité. Cet acte du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a été salué par l'opposition et les acteurs de la société civile. Si hier, la méconnaissance, on les prenait comme des bandits et on pensait que ce sont des jeunes qui se sont fait tuer pour rien. Et je crois, en tant que président de la République, les reconnaître déjà est un grand pas vers la réconciliation, la réparation. C'est un acte très fort, un acte appréciable et un acte que nous accompagnons parce que ça va dans le cadre de la réconciliation nationale. Et ça va également dans le cas d'apaiser le cœur des parents des victimes. Pour doter à la Guinée une démocratie solide afin de faire avancer les choses dans le pays, Keyamo Bogola Haba soutient qu'il faut reconstruire le tissu social. Notre démocratie n'avait pas un soubassement social fort. Et évidemment, donc, ça fait que les divisions du niveau politique jusqu'au niveau social se font sentir. Les débats politiques peuvent nous diviser, mais si nous avons un dénominateur commun qui est la stabilité sociale, optimement notre démocratie va tenir la route. Plus loin, Sékou Touré, le président d'Erazgui, a demandé à la population d'accompagner la junte dans sa mission de mener une transition transparente et réussie. Nous devons davantage continuer à nous donner la main et pour renforcer cette unité nationale. Et en même temps, accompagner davantage les nouvelles autorités pour qu'ensemble, nous puissions vraiment traverser cette période transitoire. Il convient de souligner que depuis la destitution d'Alpha Condé par un coup d'État militaire, le numéro 1 du CNRD multiplie des actes qui, selon les observateurs, contribuent à l'apaisement de la situation socio-politique en Guinée. A rappelé que le week-end dernier, le lieutenant-colonel s'est recueilli sur les tombes des anciens présidents de la République, Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté, pour leur rendre hommage.
Nous partons à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs années, la déviation qui relie le quartier 5 Fra à la cimenterie est dans un état de dégradation très avancé. Pourtant, cette route permet aux propriétaires d'engins de traverser plusieurs quartiers sans parcourir une longue distance. Malgré l'effort des jeunes du quartier, cette déviation est aussi abandonnée par de nombreux usagers pour des raisons de sécurité. Alpha Oumar Diallo de retour de Cancan. Malgré l'arrêt spontané de la pluie dans la région de la Savane, nombreux sont des quartiers qui restent toujours inaccessibles à cause de l'état piteux des routes. Depuis plusieurs années, les citoyens de différentes localités entretiennent cette situation. Toute cette souffrance est basée sur nous. Avec l'état de cette déviation, même si nous voulons augmenter le transport, nos clients refusent de nous comprendre. Et si une zone est inaccessible, on ne parle pas de développement. Ibrahima Sorisila, chef secteur du quartier aviation, dit être inquiet quant au sort réservé à cette déviation. Il poursuit que les propriétaires d'engins contournent cette route à partir de 20 h pour éviter de se faire attaquer par des bandits. C'est une très grande déviation qui traverse plusieurs quartiers. Elle est pratiquée par de nombreux usagers. Mais vu l'insécurité, certains sont obligés de passer par un autre chemin. Nous voulons vraiment de l'aide. Pour pallier cette problématique, cet habitant de 5 Fra propose. Nous n'avons ni électricité, ni infrastructure routière. La zone est enclavée et oubliée par les autorités communales. Nous espérons qu'ils seront de notre côté dans les prochains jours. À l'image de cette déviation qui traverse les quartiers 5 Fra, Missira et Missira Koko, nombreux sont ces quartiers qui restent encore coupés des autres localités sous l'œil impuissant des habitants. En attendant une quelconque aide de l'État, ces citoyens gardent encore leur mal en patience. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 21 TV.